Cyril, du coup, je te laisse la parole et bonne soirée à tous. Merci. Merci à Marion Trousselard pour cette introduction. C'est une soirée importante pour beaucoup d'entre nous parce que cette soirée est le point de départ du développement de nouveaux axes de recherche qui sont le fait à la fois du laboratoire APEMAC et à la fois du Centre Pierre-Janet. Et pour la première fois, nous nous engageons, très peu d'équipes l'ont fait en France, ce sont des travaux qui se développent massivement à l'étranger. Nous nous intéressons à une vision, je dirais, plus intégrative de la recherche et de l'évaluation des conséquences du psychotraumatisme, parce qu'il ne s'agira pas seulement comme nous allons le voir, de s'intéresser à la question du psychotrauma tel qu'il est envisagé aujourd'hui, c'est-à-dire à travers le sacro-saint trouble de stress post-traumatique, mais d'envisager ce que notre bon sens, depuis la nuit des temps, nous a conduit à penser, à savoir que la détresse, les préoccupations de la vie, en particulier lorsque cela a lieu durant l'enfance et l'adolescence, eh bien, peuvent avoir des impacts à la vie adulte, non seulement sur la santé psychologique, ce qui est, je dirais, au fond, l'histoire de la psychologie, mais sur la santé physique et sur la survenue de maladies chroniques à l'âge adulte. Évidemment, il y a une intuition qui existe, hein, je le disais tout à l'heure, qui laisse entrevoir que se faire du mauvais sang, se faire un sang d'encre, eh bien, tout ça, les soucis, d'une certaine manière, comme le disent les aînés, peuvent nous toucher dans notre corps. Encore fallait-il le montrer. Et au fond, eh bien, la recherche le montre depuis peu de temps et de façon, je dirais, un peu systématique depuis la fin des années 90. Donc, ça fait à peine 20 ans que ces travaux-là existent et indiquent effectivement toute la gravité de ce vécu durant l'enfance et la nécessité de, euh, de porter une réflexion nouvelle sur la détresse et le traumatisme durant l'enfance et l'adolescence et sur ses conséquences sur la santé, ce qui doit nous conduire à ne plus regarder les problématiques de santé, les maladies chroniques, simplement à travers le versant médical, mais que il est nécessaire d'y introduire un regard psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension psycho-émotionnelle qu'il convient de prendre en compte aussi lorsqu'on prend en compte des malades chroniques, sans quoi, au fond, sans s'en rendre compte, on ampute le sujet et le malade d'une partie de ce qu'il est, d'une partie de lui-même. Et donc, cette recherche Capone, elle fait suite à une première recherche qui n'avait pas la portée de Capone, mais qui s'est intéressée aux impacts de ce qu'on appelle les expériences adverses ou l'expérience d'adversité sur les troubles cardiovasculaires, un travail de thèse qui a été soutenu il y a quelque temps à Metz et qui a donné des résultats extrêmement intéressants sur la détermination des troubles cardiovasculaires. Et ce travail Capone que porte Camille Tarquinio s'inscrit dans une ouverture encore plus grande qui s'attachera à non seulement faire des évaluations psychologiques, mais aussi des évaluations biologiques
Et ça, vous le verrez, vous le découvrirez tout à l'heure lorsque l'on vous parlera, et lorsque Camille Tarquinio vous parlera du protocole. Donc, si vous le permettez, je vais tenter d'ouvrir sur un champ qui est à la fois connu et méconnu, d'une certaine manière, qui est celui de l'adversité. Et j'essaierai de réfléchir avec vous sur... et j'ai juste un petit problème. Bon, je vais me débrouiller sans. Et donc, je vais essayer de voir comment, effectivement, tous ces aspects se mettent en place très tôt et organisent, d'une certaine manière, le terreau d'une mauvaise santé psychologique et d'une mauvaise santé physique. Au fond, je disais, la question de l'adversité, elle est assez connue puisqu'elle renvoie à la question de la maltraitance, sauf que, comme on le verra, la question de l'adversité va bien au-delà de la maltraitance et vous verrez que les travaux dans ce domaine sont assez édifiants avec des conséquences, y compris sur notre génome, et je parlerai d'épigénétique et des conséquences épigénétiques de cette adversité. Et nous verrons ensuite, effectivement, comment peut-être tout cela peut se résorber. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par un premier point qui concerne le développement du cerveau avec des choses assez simples. Je vous ai proposé ici une coupe du cerveau avec des aires qui sont un peu colorées. Et je voudrais qu'on se focalise, si vous le voulez bien, sur les parties rouges et vertes qui font partie du système limbique, des choses que l'on connaît plus ou moins. On va aller très vite, hein. Je veux dire, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail. Vous avez l'amygdale qui est en fait la structure cérébrale qui s'active lorsqu'on est dans la peur, bien. Lorsqu'on est dans l'émotion, lorsqu'on est dans l'angoisse. Au fond, c'est une structure dans l'histoire du cerveau importante, parce que si l'être humain, dans l'histoire de son développement, n'avait pas été doté de cette dimension-là, évidemment, il n'aurait pas pu, au fond, être sur ses gardes et réagir au danger. D'une certaine manière, la peur n'est pas folle. La peur est folle lorsqu'elle n'est plus sous contrôle, d'une certaine manière. La peur nous préserve. Mais la peur, lorsqu'elle dépasse notre capacité de raisonnement, et elle devient une pathologie, elle devient un trouble anxieux, par exemple. Alors, il y a des structures comme, par exemple, l'hippocampe qui vient réguler, pour une part, ce fonctionnement-là. L'hippocampe joue un rôle de prise en compte du contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir de l'appréhension à être face à vous. Finalement, c'est assez normal d'avoir peur de prendre la parole devant des gens. Mais il y a quelque chose dans mon cerveau qui me dit, mais tu n'es pas en danger. Au fond, les gens sont venus là pour écouter. Donc, vous voyez, il y a une prise en compte du contexte et une espèce de rationalisation qui fait que ça vient contrôler l'activation de cette amygdale. Et puis, il y a cette partie en bleu qui joue un rôle extrêmement important, qui fait partie du néocortex, donc c'est une partie beaucoup plus élaborée, qui joue un rôle dans l'analyse, dans le raisonnement. Ce cortex préfrontal, on va le voir, joue un rôle dans l'analyse de l'environnement et dans la prise en compte de la réalité telle qu'elle se passe ici et maintenant. Et ici et maintenant, eh bien, c'est un peu comparable à mon hippocampe d'une certaine manière, c'est de se dire, il n'y a pas de danger là, tu peux raconter ton histoire et c'est très bien. C'est comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. L'accélérateur, c'est l'amygdale. S'il n'y a personne pour appuyer sur le frein, l'accélérateur et la voiture vont de plus en plus vite et je suis en danger. Et si effectivement il y a le frein qui est là, eh bien, je peux avoir une régulation de ma vitesse de la même manière que, et ce n'est qu'une métaphore bien entendu, eh bien, cette régulation entre le système limbique et notamment l'amygdale et le cortex préfrontal, c'est le frein et l'accélérateur et ça me permet d'avoir un équilibre. C'est normal d'avoir une appréhension lorsque je prends la voiture, mais
Au fond, j'ai une partie de mon cerveau qui est de dire, au fond, tu n'as jamais eu d'accident et ça se passera bien et tu as une bonne voiture. Vous voyez, c'est-à-dire une prise en compte du contexte, de l'environnement et de la réalité. À l'inverse, si ça ne fonctionne pas, eh bien, je suis dans une phobie, dans une appréhension. La voiture est un objet dangereux et je ne peux pas prendre la route pour me rendre à mon travail. Donc, on voit bien qu'au fond, un système, un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau en équilibre. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, eh bien, ce cortex-là que j'ai matérialisé ici en rouge, orbitofrontal, joue un rôle, on l'a vu, dans la capacité, dans la régulation des émotions. Il joue un rôle également dans la capacité à ressentir de l'affection, de l'empathie. Il joue un rôle également dans la capacité à réguler les émotions. On l'a vu, je parlais de la peur, mais il peut y avoir d'autres émotions fortes. Or, ce cortex préfrontal, eh bien, il n'est pas mûr jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 5 ans, eh bien, on a au fond des enfants qui ne disposent pas de la structure cérébrale qui permet de contrôler les émotions, de contrôler les colères, par exemple, de contrôler les peurs des enfants, de contrôler les grands chagrins des enfants, de contrôler les véritables angoisses des enfants. C'est-à-dire qu'au fond, l'enfant en dessous de 5 ans n'a pas cet équipement cérébral qui est capable, ce frein, comme j'utilisais la métaphore tout à l'heure, qui va être en mesure de lui permettre, au fond, de réguler les peurs, de réguler les appréhensions. Et il faut attendre effectivement la maturation au fond du cerveau jusqu'à l'âge adulte pour que cette régulation s'opère et soit efficiente et permette une régulation des émotions. Alors, comment ça se passe? Si je suis confronté à des adultes qui apaisent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si, face à un enfant, rappelez-vous, qui n'est pas équipé cérébralement pour gérer, contrebalancer ce qui se passe dans son système limbique, eh bien, si j'ai des parents chaleureux, c'est-à-dire si les parents mettent à la disposition de l'enfant leur partie du cerveau, ce cortex orbitofrontal, à la disposition des enfants, s'ils leur prêtent d'une certaine manière cette partie du cerveau en venant les soutenir, les apaiser, être chaleureux avec eux, en fait, c'est eux qui, au fond, font fonction de cortex orbitofrontal d'une certaine manière. Eh bien, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va contribuer au développement des connexions nécessaires qui vont permettre à terme de potentialiser ce processus de régulation. Si à l'inverse, si vous avez des parents qui, face aux cris, face aux peurs, face à ce qu'on appelle des colères, des caprices, les enfants ne font jamais de caprices, pas à cet âge-là. Si les parents qui peut-être eux-mêmes sont dépossédés d'un développement optimal de ces parties du cerveau, s'ils crient, s'ils menacent, s'ils punissent l'enfant, eh bien, on a un processus inverse, c'est-à-dire on est face à un processus de non-développement de ces connexions cérébrales. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne, dans le premier cas, une sécrétion d'ocytocine qui va faire des enfants qui vont être dans l'empathie, qui vont être organisés autour d'attachements sécures, qui vont effectivement, cette ocytocine va diminuer le stress, va effectivement être d'ailleurs un puissant anxiolytique. À l'inverse, si on est face à des parents qui ne jouent pas ce rôle-là, eh bien, ces parties du cerveau qui devraient se développer, eh bien, vont mal se développer et effectivement, on va être dans des comportements qui vont se pérenniser autour de ces dysfonctionnements-là. Donc, on voit bien que en fonction de ce qui va se passer dans l'environnement de l'enfant, dès les premières
années, cela sans rentrer dans la psychologie, simplement en rentrant dans ce qui se passe sur le plan physiologique, neurologique, eh bien, les équipements nécessaires pour la régulation des émotions ne seront pas disponibles. Et ça, évidemment, ça va jouer un rôle important, surtout que, bien, vous le savez, hein, je veux dire, les formations synaptiques jouent un grand rôle, notamment dans les premiers mois et dans les premières années. Là, vous avez les courbes de développement, effectivement, des synapses en fonction des zones sensorielles, langagières ou les fonctions cognitives. Et on voit bien à quel point la première année est importante. Et là, je vais vous montrer un exemple assez intéressant et qui montre à quel point les premières années, on est dans une densification extrêmement importante dans le développement des structures neuronales. Et on voit bien qu'entre la naissance et 2 ans, la démultiplication des connexions interneuronales, elle est massive. Et on peut bien imaginer que si l'environnement est un environnement pathogène, fait de stress, ça va avoir des impacts. Regardez cette image. Vous avez en haut une synapse qui s'est développée dans un environnement plutôt serein, alors qu'en dessous, une synapse du cortex préfrontal qui s'est développée beaucoup moins. Vous voyez, le nombre de dendrites est beaucoup moins important dans un contexte effectivement fait de stress. Donc, on voit à quel point la question du contexte, et je commence à dessein, non pas par une dimension psychologique, mais par une dimension neurologique. On voit à quel point, sans rentrer dans les méandres, je dirais, de la psychologie humaine, eh bien, la science nous amène des éléments qui attestent du fait que le contexte psycho-émotionnel dans lequel le cerveau de l'enfant va se développer, eh bien, va être plus ou moins altéré par cette dimension du contexte et que cela va effectivement va le conditionner tout un ensemble de choses par la suite. Alors, allons sur cette question de la maltraitance, si vous le voulez bien. La question de la maltraitance, elle a été définie déjà par l'OMS en 2016, où la maltraitance de l'enfant comprend toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou psycho-affectifs, sévices sexuels, négligence, préjudice réel ou non. C'est important l'idée de préjudice réel ou non, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte aussi, ce n'est pas forcément ce que les enfants ont vécu, mais parfois le fait qu'ils ont pu être confrontés à des situations qui auraient pu se dérouler, qui ont généré un contexte psycho-émotionnel qui aurait pu donner lieu à des effets, pardon, voilà, c'est parti, à des effets négatifs, mais le simple fait de vivre dans un environnement familial potentiellement violent, potentiellement incestueux, même si les comportements n'ont pas eu lieu, eh bien, on sait aujourd'hui que ça va impacter les enfants et que effectivement tout cela va avoir des impacts sur la santé de l'enfant, sa survie et son développement. Et là, évidemment, c'est quelque chose de très important. Et on a cette enquête de l'enfant bleu en 2017 quand même, qui montre que 22% des Français ont relaté des événements liés à de la maltraitance, que 16% des victimes ont relaté de la maltraitance de nature sexuelle, 8% de la maltraitance psychologique, 5% de la violence régulière et 3% de la négligence répétée. On voit bien, et les médias, au fond, nous le rappellent, encore, on voit à quel point la presse est en permanence nous rappelle que, voilà, alors ce sont des personnages connus, mais que cette réalité-là ne relève pas du fantasme.
Voyez, et ça, c'est très important. Nous avons été un des pays qui longtemps a dénié cette réalité-là, hein. Faute à l'histoire de notre discipline, quand même. Il est temps que notre discipline fasse son mea culpa. Pendant longtemps, la psychanalyse s'est inscrite dans une dimension qui considérait que les abus sexuels relevaient du fantasme. Pendant longtemps, les travailleurs sociaux et la société dans son ensemble, et aujourd'hui encore, quand une affaire sort de harcèlement sexuel, de violence familiale, d'inceste, mais si on interroge de plus en plus les adultes incriminés, mais on interroge encore la parole de la victime. C'est-à-dire qu'on n'est encore pas sorti de cette suspicion concernant effectivement les victimes. Et les victimes, on aura à peine l'occasion de le voir, sont de toute façon dans une fois sur deux ou 2 fois sur 3 des femmes ou des jeunes filles ou des petites filles. Et donc ça, évidemment, c'est une réalité qu'il est vraiment important de se saisir. On s'émeut du climat et on a intérêt intérêt à s'en préoccuper. Mais je crois qu'on doit aussi se préoccuper du climat dans lequel nos enfants sont élevés. Parce qu'aujourd'hui, y compris l'OMS considère que ces problématiques de maltraitance doivent être considérés comme des problèmes de santé publique au même titre que le VIH, que le cancer ou l'obésité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adversité d'une certaine manière et qu'est-ce que cette notion apporte de plus par rapport à la maltraitance ? Je dirais que l'adversité correspond à la confrontation à des événements potentiellement traumatisants qui se produisent dans l'enfance et l'adolescence. La recherche a fixé l'âge à 18 ans, il y a une espèce d'arbitraire ici. On parlera d'ACE, qui est l'acronyme d'Adverse Childhood Events, pour qualifier ces événements négatifs. Je dirais que l'adversité renvoie à un double processus qui va bien au-delà du processus de la traumatisation. C'est l'idée que des enfants ou des adolescents confrontés à des événements traumatiques, souvent répétés d'ailleurs, ou des événements, je dirais, qui ont un potentiel traumatique, vont être confrontés soit à du danger, qui est celui de l'événement traumatique, qui va dépasser les capacités d'adaptation de ces enfants, soit à de la détresse, soit aux deux. Et que cet environnement de détresse psycho-émotionnel et de choc traumatique, eh bien, dans un environnement cérébral en plein développement, eh bien, va au fond créer un contexte, c'est simple au fond, qui est que l'enfant va se développer à la fois cérébralement et physiologiquement dans une espèce de soupe de stress, de soupe de glucocorticoïdes dans lequel il va baigner en permanence. Et on le sait, nous avons fait ces expériences quand nous étions étudiants, où nous avons entendu parler de ces expériences lorsque nous étions étudiants. On connaît tous ces travaux où on compare deux lots de souris avec des cellules cancéreuses. Le premier lot de souris, vous le laissez tranquille. Le deuxième lot de souris, vous le stressez. Vous faites des dosages des cellules cancéreuses en amont. Vous faites des dosages de cellules cancéreuses ensuite quelques semaines après. Et qu'est-ce que vous observez ? Vous observez que les souris qui ont été confrontées à un environnement de stress, eh bien, ont multiplié par 3 ou 4 le nombre de leurs cellules cancéreuses. Non pas que le stress provoque le cancer, mais le stress altère le fonctionnement du système immunitaire qui n'est plus à même alors de lutter contre le déploiement et la démultiplication de ces cellules cancéreuses. Donc, le stress et son cortège de libération d'hormones, sur lequel je ne reviendrai pas, eh bien, est un contexte, effectivement, qui prépare à la survenue de maladies diverses et variées, tant sur le plan psychologique que sur le plan
physique. Alors, cette adversité, elle prend différentes formes, et c'est ça l'intérêt, au fond, des travaux sur l'adversité. C'est à la fois, bien sûr, les violences physiques, les violences émotionnelles, les violences sexuelles, bien sûr, mais aussi les négligences physiques, négligences verbales, les maltraitances verbales. C'est aussi le décès d'un parent, c'est, je ne vais pas faire toute la liste, c'est également les violences dans les fratries, c'est être témoin des violences conjugales des parents, c'est vivre la séparation, en particulier lorsque cette dernière se passe mal, c'est la fessée, c'est d'être confronté à la perte d'un parent, c'est être confronté également à la maladie d'un parent. Évidemment, quand on est enfant, qu'on voit une mère, un père avec un trouble psychique ou un trouble physique, un cancer, un trouble plus handicapant, comment les enfants traitent cela? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Mais évidemment, déjà pour nous, c'est compliqué. Je veux dire, mais quand on n'a pas tout l'équipement cérébral pour s'adapter à une situation, mais c'est la psychologie du pire. C'est des parents qui se séparent. Évidemment, dans une société où un couple sur deux ou deux couples sur trois se séparent, et on a banalisé les faits, mais pour les enfants, parfois, c'est le monde qui s'effondre. Donc, ce sont des événements qui, effectivement, lorsqu'ils peuvent être banalisés, même si on n'a pas le droit de les banaliser. Je veux dire, ce qui compte, ce n'est pas les événements en soi, mais les impacts qu'ils ont pour les enfants avec leur équipement psychologique, cognitif et affectif. Et là, on se rend compte que c'est une toute autre histoire. D'accord ? Sans compter la question à l'école, du harcèlement, du rejet par les pairs, des violences sexuelles parfois qui arrivent, du cyberharcèlement, tous ces aspects, au fond, qui font que l'enfance ou l'adolescence peuvent devenir un enfer. Il y a quelque temps, quand je présentais les éléments de cette conférence, je parlais des violences communautaires et du fait qu'effectivement, on pouvait être témoin de bagarres, de guerres, de coups de feu. Et je disais souvent, on a la chance en Europe de ne pas être confronté à ça, mais c'est une vraie problématique pour les migrants qu'on a à prendre en charge, qui ont vécu ces phénomènes-là. Vous voyez, au fond, la guerre s'est rapprochée de nous et ces exactions qu'on pensait ne plus possibles depuis les événements d'ex-Yougoslavie, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, sont à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et ce sont des aspects, effectivement, qui font aussi partie des problématiques d'adversité et qui, si on n'y prend pas garde, évidemment, impacteront à terme non seulement les enfants, on le verra, mais sans doute leur descendance. Et ça, j'en dirai un mot tout à l'heure. Le premier travail, et je ne vais pas m'attarder non plus sur tous les travaux, on le doit à un chercheur assez curieux, dans tous les sens du terme, qui est Vincent Felitti. Vincent Felitti était d'abord un médecin qui avait sans doute un œil affûté, puisqu'il s'occupait d'une clinique qui s'était intéressée à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire et à l'obésité. Et Vincent Felitti a fait un constat, comme d'autres ont fait un constat dans d'autres domaines, à savoir que une immense majorité de ces patients n'étaient pas vierges d'histoires traumatiques. Et qu'il suffisait de creuser un petit peu pour se rendre compte que tous, globalement, avaient été confrontés à des événements adverses dans la liste de ce que j'évoquais précédemment. Et il a commencé à mettre en lien une relation non pas de cause à effet, mais une relation encore plus forte qui nous étonne encore aujourd'hui dans la recherche, où on n'ose pas toujours avancer cette question de la relation cause-effet, c'est la relation dose-effet. En d'autres termes, plus je suis confronté à des événements difficiles en termes additifs durant l'enfance et l'adolescence, plus cela aura des effets en termes de santé
à la vie adulte. Et par exemple, il montre dans certains de ses travaux que, pardon, c'était un peu vite, je reviens en arrière. Voilà. Donc, plus effectivement, on a été confronté, par exemple, à des comportements adverses. Donc, vous voyez, zéro comportement adverse, 1, 2, 3. Donc, on arrive à les quantifier. Hein. Je ne rentrerai pas dans les questions de l'évaluation de l'adversité parce que c'est un autre champ avec des questions qui doivent être réglées encore. Mais, eh bien, plus les gens ont des conduites tabagiques. Plus les gens ont des problèmes d'obésité. Vous voyez, ça va crescendo. Cette courbe, c'est quasiment toujours la même, une courbe qui va crescendo et qui montre que cette adversité, on la retrouve, y compris dans des conduites qui sont des comportements suicidaires. Par exemple, plus on a été confronté à un nombre d'adversités important, plus le taux de tentatives de suicide est important, plus le taux, regardez quand même, 50% quand on a été confronté à 4 événements adverses ou plus, 50% des gens traversent des périodes dépressives. Donc, on a des choses qui, à partir de 98, ont véritablement alerté les professionnels, montrant tout un ensemble de choses, à savoir, et là c'est ce qu'on appelle la pyramide de Felitti, à savoir que cette adversité durant l'enfance, elle va contribuer à interrompre le développement. Je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, cette interruption du développement, au fond, on l'a vu même au niveau cérébral. On a vu que des parents qui n'étaient pas cortiqués comme il le fallait d'une certaine manière, face aux réactions vives de leurs enfants, émettaient eux-mêmes des comportements qui n'étaient pas sécurisants, qui contribuaient à altérer le développement du cerveau. Mais lorsque votre préoccupation en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, est de vous adapter à l'adversité. En d'autres termes, lorsque votre préoccupation en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, jeune adulte, c'est d'anticiper, de trouver des réponses, de s'ajuster, de ne pas sombrer, de ne plus être un enfant au fond, puisque au fond, les enfants qui sont dans l'anticipation, sont dans la prévision, sont dans le développement de stratagèmes pour éviter que papa s'énerve, dans le développement de stratagèmes pour éviter que maman n'aille encore plus mal. Ce ne sont plus des enfants. Ils sont dans une quête adaptative qui les amène déjà à ce moment-là de leur vie à devoir sauver leur peau et de ne pas sombrer. Et on verra que, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes ressources et certains vont être plus affectés que d'autres parce qu'il n'y a pas de relation directe. Il y a évidemment des variables médiatrices qui vont intervenir et qui vont faire que certains vont bien s'en sortir, d'autres moins bien. Mais ce cerveau qui est occupé à sauver sa peau, à s'ajuster, il n'est pas disponible pour apprendre les mathématiques. Il n'est pas toujours disponible pour apprendre l'orthographe. Il n'est pas toujours disponible pour performer scolairement. Donc, vous voyez, vous avez un cerveau qui est orienté vers l'adaptation, vers la survie, et qui n'est pas orienté vers l'acquisition de connaissances, le développement de capacités sociales et émotionnelles et cognitives. Et en plus, c'est la recherche et le développement de conduite à risque. Quand on est stressé, quand on est dans la tension permanente, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on boit un coup, on fume, on est dans le comportement à risque, parce que ça nous apaise, on mange. On l'a tous fait quand on est face à des situations de stress, d'angoisse, mais un bon verre de vin, c'est bien. Une bonne cigarette, c'est bien. On mange quelque chose et puis après on s'en veut, mais lorsque ça se pérennise, on est dans l'apparition de comportements qui sont des comportements à risque, des comportements à risque qui conduisent à des excès, à des addictions et qui viennent impacter de façon complémentaire l'organisme et rendent propice l'organisme
à la survenue de maladies ou d'handicaps divers et, on le montre, conduisent souvent ces gens, et c'est la double peine, à une mort précoce. Je disais tout à l'heure, effectivement, et je vais juste passer rapidement sur cette diapo, il y a un travail extraordinaire qui a été publié en 2019, qui fait une revue systématique du lien entre adversité et performance cognitive. Et qu'est-ce qu'on montre? On montre que ces jeunes, ils sont moins de mémoire, ils réussissent moins à l'école, il y a un traitement de l'information qui est moins rapide. C'est-à-dire que, mais, je veux dire, ils n'ont pas les ressources intellectuelles pour être de bons élèves. En tout cas, on les ampute d'une chance de réussir leur vie. À peine cette vie a-t-elle commencé. D'accord ? Voilà, un autre travail, ne vous intéressez pas trop aux statistiques, acceptez simplement que plus le OR, ce qu'on appelle l'odds ratio, peu importe, est important, et plus il y a un lien fort entre la survenue entre la présence de l'adversité et la survenue de problèmes divers. Par exemple, un des liens les moins forts, c'est sur le fait qu'il y a du surpoids, il y a du diabète, il y a moins d'activité physique. Un lien plus fort, il y a du tabac, il y a de l'alcool, les gens se perçoivent en moins bonne santé, il y a des risques de cancer, il y a des maladies cardiovasculaires, il y a des maladies respiratoires qui sont associées. Un lien encore plus fort, 3 à 6, il y a des altérations dans les comportements sexuels, il y a de la santé mentale qui est perturbée, ça on le sait. Et un lien encore plus fort, eh bien, drogue, des violences inter- et intrafamiliales, c'est-à-dire que, ben voilà, rappelez-vous cet enfant qui n'est pas capable de gérer ses émotions, cet enfant vis-à-vis duquel on n'a pas été capable de l'envelopper, de le sécuriser, de mettre à sa disposition notre cerveau d'adulte pour réguler ses émotions. Eh bien, cette partie du cerveau ne se développera pas. Et la seule manière qu'il aura de s'exprimer, c'est à travers des comportements violents. Je vais relater un petit travail, mais qui est quand même conséquent, mais que je trouve admirable, parce qu'il était admirablement bien fait, qui a été réalisé au Pays de Galles il y a quelque temps, où effectivement on a quantifié le type d'événements adverses de ces participants, et on s'est rendu compte que, par exemple, plus les gens avaient d'adversité, eh bien, plus ils avaient des problèmes de santé. On a montré que ceux qui avaient plus d'adversité, ils avaient 4 fois plus de problèmes de santé, 3 fois plus que les autres de problèmes cardiovasculaires, 3 fois plus de problèmes respiratoires. Ils allaient 2 fois plus que les autres chez le médecin et ils étaient 3 fois plus hospitalisés que les autres. Donc, je veux dire, ce n'est pas une étude qui est tombée du ciel d'une certaine manière, c'est véritablement un travail. Et regardez c'est un peu le détail de cette étude. J'ai distingué ici en pointillé les sujets qui n'ont vécu, selon leur dire, aucun événement adverse, et ceux qui ont vécu 4 événements adverses ou plus. Et on voit qu'en termes de maladies chroniques, à partir de 40 ans, on voit que la courbe, évidemment, les deux courbes se séparent. Il y a quand même une différence de plus de 10% à 70 ans. Ce n'est pas, de mon point de vue, anecdotique. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, j'en dirai un mot encore tout à l'heure. Regardez ce qui se passe après 60 ans. Je veux dire, la différence est massive entre les deux groupes. D'ailleurs, pour le cancer, à l'inverse, on a, mais pour des raisons qu'on n'aura pas le temps d'aborder, ni moi ni Camille aujourd'hui, les résultats sont plus discutables. Il faut aller creuser un peu plus dans la littérature. On voit qu'il y a des différences qui existent, mais les choses ne sont pas claires, sans doute liées à la complexité de la pathologie. Je ne vais pas m'attarder ici sur ce point. Mais quand même, un travail qui a été publié par Suglia en 2018 dans un journal qui, dans notre monde, est considéré comme une référence, qui est le journal Circulation, qui est un journal sur les maladies cardiovasculaires. Pour la première fois, les chercheurs ont intégré l'adversité comme un paramètre explicite à prendre en compte
comme déterminant la survenue des risques cardiovasculaires. Évidemment, avec toute la problématique que j'évoquais, cette adversité qui, évidemment, active des mécanismes physiologiques, etc., etc. Mais vous voyez que, voilà, aujourd'hui, les sciences médicales commencent à intégrer, et on ne peut que s'en réjouir, ce paramètre-là dans la compréhension et la survenue des problèmes de santé. Juste un mot, parce que rien que cela mériterait une discussion et une présentation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens sur le plan psychologique? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est confronté à des parents qui nous maltraitent? Mais on a le sentiment qu'on ne compte pas, qu'on ne vaut rien, on aimerait tellement être aimé. Et là, on est face à quelque chose qui est la négligence, la déconsidération, le sentiment d'être abandonné. Qu'est-ce qui se passe lorsque, dans notre environnement social, à l'école, on est mis à côté? Mais ça renvoie encore à cette idée qu'on ne vaut rien, que tout nous échappe, qu'on n'est pas aimable au sens où qu'on ne peut pas nous aimer. Tout cela renvoie à l'idée que le monde est insécure. Et ce sont ces réseaux-là que l'on intègre dans notre cerveau. Ces réseaux de mémoire qui vont être autant de prismes à travers lesquels on va non seulement regarder le monde, qui apparaîtra comme insécure, les gens comme pas fiables, comment voulez-vous faire confiance aux autres lorsque ceux qui ont dû nous aimer nous ont abandonnés? Comment voulez-vous faire confiance aux autres lorsque ceux qui devaient prendre soin de nous ont abusé de nous? Je veux dire, quelque chose s'est brisé, y compris dans la perception que l'on a de nous-mêmes, et qui, là aussi, est complètement brisée. Je veux dire, on n'a plus confiance en soi, on est une chose et on a été chosifié. Et de ce point de vue, c'est extrêmement dramatique et les conséquences, évidemment, sur la vie psychique, cette fois, sont des choses que l'on rencontre souvent dans le cadre de nos psychothérapies. Alors, essayons d'aller un peu plus loin et de nous intéresser à un des volets d'ailleurs de la thèse et de la recherche Capone que Camille Tarquinio vous présentera tout à l'heure, à savoir que, ok, tout ça c'est peut-être des histoires de psy d'une certaine manière. Peut-être que tout ça relève... Peut-être que les psychologues nous racontent des histoires. Au fond, les psychologues nous racontent tellement d'histoires depuis la nuit des temps. Sauf que, aujourd'hui, la science montre que ces histoires, sans doute qu'elles tiennent debout. Et que peut-être que ce que racontent les psychologues ne relève pas que d'élucubrations et de montages incompréhensibles. Intéressons-nous un petit peu à la génétique et plus particulièrement à l'épigénétique. Et je vais vous montrer d'ailleurs que nous sommes tous des épigénéticiens de talent. Quelques rappels, le génome, c'est quoi? C'est le patrimoine génétique d'une espèce, ce sont des cellules, et voilà, une cellule de peau, et derrière tout ça, il y a des chromosomes, on déroule le chromosome, il y a des séquences d'ADN qui sont derrière, et derrière ces processus, on a des mécanismes qui vont être fonctionnels. Alors, on va parler d'acétylation. Il y a deux termes à retenir. D'acétylation, lorsque un gène peut s'exprimer. En d'autres termes, si j'ai les yeux bleus, c'est qu'à un moment donné, il y a un gène qui existe dans mon patrimoine génétique et qui a synthétisé une protéine et qui a conduit, je vous la fais courte, à ce que ce caractère s'exprime. Très bien. Donc, cela sous-entend qu'il serait possible que ce gène ne s'exprime pas, puisque je l'ai dit tout à l'heure, expression du gène égale synthèse de protéines. Eh bien, c'est le cas. On a un autre phénomène qui est la méthylation. C'est-à-dire que je pourrais avoir les yeux bleus, mais je ne les ai pas eus. Ça ne s'est pas exprimé. Et il n'y a pas eu de synthèse de protéines. Quelque chose
s'est passé qui a fait que ça ne fonctionne pas? Eh bien, cette méthylation, retenez le terme, inhibe la fabrication des protéines. Et qu'est-ce qui conduit, et vous allez voir que la boucle est bouclée, à cette inhibition de la fabrication de protéines? Eh bien, notamment les situations de stress. C'est très important, c'est-à-dire que le stress pourrait contribuer, donc le vécu de stress, sur le plan physiologique et donc psychologique. C'est-à-dire que si on vit les choses sur un plan psychologique en termes de situation de stress, on libère tout un ensemble, tout un cocktail d'hormones qui pourraient contribuer à empêcher certains gènes de s'exprimer. L'épigénétique, d'une certaine manière, c'est l'idée que l'environnement, c'est très important, l'environnement pourrait contribuer à l'activité de ces gènes et que certains événements de l'environnement pourraient modifier, au fond, leur expression. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il se trouve que cette modification, elle se transmet. C'est-à-dire que si on a un des gènes qui ne peut pas s'exprimer à cause d'un environnement pathogène, lié au stress, lié à un vécu d'adversité, vous voyez bien, eh bien, tout se passe comme si il semblerait que non seulement ça altère celui qui le vit, mais peut-être que les générations qui suivent aussi. Mais c'est réversible. Alors, je vais prendre un autre exemple et je vais vous montrer que nous sommes tous des spécialistes en épigénétique. Nous sommes au printemps, vous avez vu des chenilles, certaines sont très moches, et la température va augmenter, la lumière va augmenter, donc l'environnement va changer. Qu'est-ce qui va se passer? La chenille va se mettre dans son cocon et elle va se transformer en papillon. Mais vous êtes d'accord avec moi? Le patrimoine génétique entre la chenille et le papillon, c'est exactement le même. Il n'y a pas eu de mutation génétique. Sauf que l'environnement a permis l'expression de certains de ces gènes qui a fait que cette chenille si moche est devenue un magnifique papillon plein de couleurs. Nous sommes tous des spécialistes en épigénétique, c'est-à-dire que vous comprenez en quoi l'environnement donne des signaux qui permettent et conduisent à une physiologie un peu complexe, à l'expression de certains gènes. Sauf que l'environnement, eh bien, dans ce qui nous intéresse, c'est par exemple un environnement familial. C'est par exemple un environnement d'adversité auquel on est confronté durant son enfance. Et cet environnement-là, on imagine bien que ça ne va pas avoir le même effet que le soleil et la température qui font de ce chenille un papillon. C'est plutôt l'inverse. Ça va plutôt altérer le développement de certaines caractéristiques de l'enfance. Alors tout ça vient, et je vais un petit peu accélérer, d'une première préoccupation où pendant la guerre de 40-45, on s'est rendu compte et on a suivi des familles qui avaient, des femmes qui avaient eu des enfants pendant cette période de famine, donc avec un stress important, d'autres qui ont été des enfants qui ont été conçus après la famine. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on s'est rendu compte que jusqu'à la deuxième génération, eh bien, les enfants des enfants, donc première, deuxième génération, donc à la deuxième génération, en d'autres termes, si votre grand-mère a vécu ce phénomène-là aux Pays-Bas, et que votre arrière-grand-mère plutôt, et avait dans son ventre sa grand-mère, et qu'il y a eu vos parents et vous-même, eh bien, vous avez un IMC qui est plus important que les autres groupes, une taille à la naissance qui est de 1 cm plus petit et un risque de maladie qui est plus important que les autres groupes. Je veux dire, ça montre effectivement que comment ces phénomènes-là eh bien, viennent altérer, au fond, la physiologie des sujets, mais on montre aussi dans des études qui sont parues il y a quelques années que les populations impactées avaient également plus de troubles de l'humeur.
On a d'autres travaux qui se sont intéressés plus spécifiquement à la méthylation d'un certain gène qui est le NR3C1. C'est simplement un gène qui, au fond, permet de contrôler. Ce gène contient les éléments qui permettent de contrôler la production de glucocorticoïdes. En d'autres termes, ce gène-là permet de réguler la production de toutes les hormones de stress. Donc, si ce gène-là ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a une libération permanente de stress dans l'organisme. Donc, c'est une espèce de cocktail de stress qui inonde l'organisme, alors même que les événements stressants n'ont plus lieu. Ils ont eu lieu durant la phase d'adversité. Je veux dire, ce gène a été altéré. Du coup, il n'y a plus rien pour réguler le stress et les réactions excessives au stress. Donc, vous avez un organisme qui est baigné dans un stress permanent. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe par exemple que chez des personnes qui se sont suicidées, chez qui on avait des informations concernant le fait qu'ils avaient été abusés, eh bien, le taux de méthylation chez ces personnes était plus important, notamment chez ces personnes suicidées à l'âge adulte qui avaient vécu des abus durant l'enfance. C'est-à-dire que ça laisse des traces dans le génome jusqu'à la vie adulte. D'accord? C'est-à-dire que au fond, ça laisse des cicatrices. Et il y a un travail extrêmement compliqué, parce que je n'ai pas tout compris, je dois l'avouer sur les détails biologiques, mais un travail de Giacobino, qui est une Suisse, qui a montré que chez les victimes d'inceste, on retrouvait l'inactivation de ce gène jusqu'à 3 générations après. C'est-à-dire que le fait que ma grand-mère ait pu vivre un inceste, je le retrouve chez ma mère et je le retrouve chez moi. Voyez. Donc, c'est quand même des choses importantes. Et je rappellerai le travail de Yehuda, qui est un chercheur qui s'est intéressé essentiellement aux impacts de l'Holocauste et qui a montré que ce gène NR3C1 était largement inactivé plutôt chez les descendants des personnes chez les descendants de ceux qui avaient connu les camps de concentration. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation, pour vous dire simplement et conclure sur le fait que la recherche aujourd'hui, d'abord, elle donne des arguments transgénérationnels. Moi-même, j'ai longtemps cru, je le crois encore, je crois que les théories qu'on avait auparavant n'étaient pas assez solides pour être étayées scientifiquement. Aujourd'hui, on a un étayage scientifique qui montre que le transgénérationnel fait sens et qu'il mérite d'être pris en compte. Ça veut dire que ce qui nous arrive, ça veut dire que ce que nous faisons vivre à nos enfants, ce que nous avons vécu est susceptible effectivement de nous impacter sur le plan psychologique, sur le plan physiologique et sur le plan de la santé durant toute notre vie. Et que si rien n'est fait, c'est un héritage que l'on se transmet et qu'on se refile de génération en génération. Et qu'il est essentiel et qu'il relève de notre responsabilité d'adultes d'en tenir compte et d'agir. Et de faire en sorte que, de ce point de vue, les choses évoluent en ce qui concerne l'éducation des enfants, évoluent en ce qui concerne effectivement l'accompagnement des parents, évoluent en ce qui concerne la nécessité d'une médecine qui arrête de nous considérer comme des monsieur patates et qui nous traite pour un bout et pour l'autre de notre organisme, mais qu'il est temps de s'inscrire dans une vision beaucoup plus ouverte et intégrative, y compris en tenant compte de ce qu'a été notre histoire. Et de ce point de vue, je crois qu'il est véritablement important également de tenir compte de ces aspects-là pour comprendre comment nous, adultes aujourd'hui, nous réagissons face aux épreuves de la vie. Eh bien, on ne peut pas faire l'économie de nos réactions aujourd'hui face aux épreuves, de ce que fut notre histoire,
Notre histoire est un élément explicatif et déterminant qui est susceptible d'expliquer comment nous allons faire face à la maladie et comment, par exemple, en phase de rémission, nous pourrons faire face au cancer. Et vous avez là l'enjeu et le questionnement de l'étude Capone, qui est de s'inscrire dans ce raisonnement-là et qui est de comprendre comment cette phase, qu'est la phase de rémission, n'est pas la fin de la maladie, mais qu'au contraire, elle est quelque chose qui souvent révèle une souffrance liée à l'épreuve de la maladie, mais qui n'est pas seulement le fait de la maladie et qui doit aussi aller chercher des explications dans l'histoire qui fut la nôtre. Voilà. Si ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse, eh bien, j'ai un livre qui va sortir le 4 mai et qui traite de cela de façon très simple. C'est mon premier livre grand public qui a été préfacé par Boris Cyrulnik et qui s'appelle, et vous comprendrez très bien pourquoi, « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel ». Et je pense que c'est un livre militant qui vous éclairera sur un questionnement tel que je l'ai eu et dans lequel, effectivement, la recherche Capone s'inscrit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril, pour tout ce PowerPoint et tous ces éléments que tu partages avec nous. Je crois que nous devons regarder le chat s'il y a des questions. Moi, j'en vois pas, mais peut-être que Claire et Christine ont vu des questions. Pour autant, n'hésitez pas à en poser. Nous pourrons prendre, pour respecter le timing, peut-être 10 minutes de questions, si vous êtes OK, avant de donner la parole à Camille. Et sinon, si parmi les personnes... Effectivement, Marion, il y a deux questions. Je vois une question D'accord. de Laure sur les traumatismes communautaires et quid des problèmes de racisme, de misogynie et d'islamophobie est-ce qu'ils sont inclus dans ces traumatismes communautaires? Oui, de plus en plus, ils sont inclus et je crois que, évidemment, dans les études récentes qu'on a menées, on a été bien ennuyés parce que les populations qu'on a traitées n'étaient pas confrontées à ça, mais on le voit bien que si on dépasse notre sphère, cette question-là est dans d'autres environnements extrêmement aigus, mais on voit aussi ce que devient notre société. Je veux dire, et cette réalité de xénophobie, de stigmatisation, mais sont autant d'éléments qui vont jouer un rôle. Moi, ma grand-mère, qui arrivait en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous racontait le traitement et les ratonnades auxquelles ont été confrontés les Italiens en Lorraine. Je veux dire, ce ne sont pas des fables. Et aujourd'hui, on le voit avec d'autres catégories sociales. Donc, évidemment, ce sont des aspects majeurs à prendre en compte. C'est pourquoi la question de la diversité est bien plus riche que la question de la maltraitance, parce qu'elle contient la maltraitance, mais va bien au-delà et donne une posture bien plus heuristique à cette problématique. Alors, je continue. Il y a une question de Justine. Alors, je vais la lire, sauf si vous préférez prendre la parole. Étant donné que cela se transmet sur 3 générations, si nous nous faisons aider, est-ce que malgré tout, si les personnes des générations précédentes ne se font pas traiter, impacteront tout de même les générations suivantes? Alors, la littérature semble, et Marion a peut-être des éléments complémentaires, attester que ça se transmet sur plusieurs générations. Mais rappelez-vous ce que je disais sur les effets de l'environnement. La psychothérapie est une transformation de l'environnement. Et ça permet de... Et on montre, et on a des travaux qui montrent qu'avec certaines psychothérapies, on remet les pendules à zéro. Mais évidemment, si rien ne se fait, on peut comprendre avec... Mais ne cherchez pas une dimension systématique à mon propos, puisque parfois je simplifie un peu les choses, mais on voit bien que ces parents mal cortiqués, vous avez bien compris ce que je voulais dire par mal cortiqués, ne disposant pas des structures cérébrales susceptibles de les amener à être des parents structurants, eh bien, ils vont créer des enfants, entre guillemets, créés, générés, qui vont être insécurisants, qui seront d'eux-mêmes des parents. Qui, vous voyez, on est dans cette espèce de filiation de la violence. Vous voyez,
hein, jusqu'à ce que certains disent stop, quoi, hein, mais ce n'est pas évident. Hein. Marion, tu as peut-être des éléments complémentaires? Euh, Peut-être juste un point, c'est effectivement le fait qu'à chaque génération, toute aide va potentiellement effectivement faire ce recette dont tu parles par rapport aux thérapies qui permettent, on va dire, de nettoyer les modifications génétiques, les modifications sur les gènes dans le champ de l'épigénétique, et que effectivement, même si les parents ne se traitent pas, n'ont pas la possibilité ou n'ont pas la motivation ou la structure cérébrale pour se traiter, chaque individu, dès lors que lui initie une démarche, va pouvoir trouver des moyens pour aller mieux, mais aussi pour certaines thérapies qui ont été étudiées particulièrement sur leur impact sur les modifications épigénétiques, pour nettoyer ces gènes des structures chimiques qui ont empêché l'expression normale des gènes. Donc, on ne peut rien contre des parents qui ne font pas la démarche, quelle qu'en soit la raison, mais chaque individu, à partir du moment où il en exprime le besoin, peut pour lui-même trouver des bénéfices biologiques, physiologiques et psychologiques, bien sûr, dans le chemin de la psychothérapie. Et là, beaucoup de choses sont encore à étudier, mais les premiers résultats qui ont été observés avec des thérapies comme la méditation pointent clairement les bénéfices sur la partie épigénétique et donc effectivement le stop qu'on peut donner à une transmission transgénérationnelle. Alors, je continue avec les questions du chat. Nous avons Sophie qui fait ce commentaire. Comment s'en sortir lorsqu'il y a plusieurs couches de trauma, sachant que le trauma complexe résiste à de nombreuses thérapies, EMDR, ICV, etc. Merci de nous dire où se situe l'espoir. Eh bien, moi, je crois, et effectivement, je trouve extrêmement prétentieux les thérapeutes qui pensent avec une approche thérapeutique vous soigner. Le trauma complexe nécessite d'abord, ce sont des thérapies souvent de longue haleine et qui nécessitent de convoquer vraiment une conception intégrative de la psychothérapie. C'est-à-dire qu'on a besoin, vous savez, je vais prendre une image, une métaphore, disposer d'une approche en EMDR ou en TCC, c'est comme si j'avais un tournevis et une clé à molette. Or, des fois, j'ai besoin de taper avec mon marteau et si je le fais avec le tournevis, ça ira pas. Donc, on voit bien qu'on va vite être limité. Il faut avoir véritablement des thérapeutes qui disposent d'un panel de techniques suffisant, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que moi, j'ai une caisse à outils qui est haut de gamme, mais je suis un vrai bras cassé. C'est-à-dire qu'il faut aussi une acuité thérapeutique, une intelligence thérapeutique pour accompagner les patients. Et ça, ben, ce n'est pas si évident que ça. Et sans compter que la psychothérapie, c'est un tango. C'est-à-dire que je danse parfaitement bien avec une partenaire, mais je pourrais être extrêmement moins bon avec une autre. Donc, c'est compliqué. Mais on n'a jamais été aussi bon que maintenant. On n'a jamais aussi bien compris le trouble qu'aujourd'hui. Moi, j'ai connu une époque où je n'avais que la parole et l'écoute pour traiter. Aujourd'hui, nous avons des outils, nous avons des modèles, nous avons une recherche, et le Centre Pierre-Janet est en avance là-dessus, qui effectivement permettent de mieux avancer. On n'est pas encore au bout de nos peines. Il y a encore beaucoup de situations qu'on a du mal à traiter. Mais je trouve que les thérapeutes sont des gens extraordinaires qui se forment, qui sont de plus en plus ouverts et qui amènent beaucoup d'espoir, y compris pour des troubles qu'on a d'une part eu du mal à diagnostiquer et aujourd'hui, quand on les diagnostique, ben, qu'ils arrivent de mieux en mieux prendre en compte parce qu'ils se forment de mieux en mieux. Justement, il y a Blandine qui te posait une question, Cyril, sur ce que tu pensais de la méthode EMDR. Bah, disons que comment dire, l'université de Metz et le Centre Pierre-Janet est la seule université en France à enseigner sur le plan universitaire la thérapie EMDR dès la 4e année. Nous avons un des rares diplômes européens en la matière. C'est la seule université en France et une des rares en Europe à développer de la recherche sur la thérapie EMDR. Elle existe à Metz depuis plus de
depuis 20 ans maintenant, puisque c'était en 2002. C'est une thérapie qui a ouvert de belles perspectives, qui a redonné de nouveaux espoirs, mais ça ne suffit pas. Et il ne faudrait surtout pas que la thérapie EMDR tombe dans le piège dans lequel la psychanalyse est tombée, où il n'y avait qu'une seule manière de penser la thérapie. La thérapie EMDR apporte des éléments de réponse, mais elle amène beaucoup plus de questions qu'elle n'amène de réponses. Et la recherche, aujourd'hui, est un enjeu majeur pour comprendre ce qui se joue dans cette thérapie. Et il y a plein de thérapies très intéressantes, les TCC, l'hypnose, l'EMDR, donc beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire avant, qu'on sait mieux faire maintenant grâce à l'EMDR. Mais il n'y a pas que l'EMDR. Et tous les enjeux des gens qui travaillent avec nous sont de comprendre ce qui se joue avec cette technique très étonnante. On n'a toujours pas compris pourquoi ça marchait. Et c'est un enjeu de recherche aujourd'hui. Mais à travers ce questionnement sur la thérapie EMDR, ce sont toutes les psychothérapies qu'on interroge. Donc, nous avons une chance inouïe. Et d'ailleurs, en novembre, nous ferons un énorme congrès à Luxembourg qui s'appelle l'EMDR en héritage, en hommage à Francine Shapiro, parce que c'est un vrai cadeau qu'elle nous a laissé. Mais en même temps, c'est une patate chaude parce que, je veux dire, il faut qu'on comprenne ce qui se joue. Et moi, j'admire beaucoup aujourd'hui les gens qui pratiquent cette approche parce qu'ils se sont ouverts. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'il y a 20 ans parce qu'il y a 20 ans, quand on pratiquait cette thérapie EMDR, on nous prenait vraiment pour des cinglés. Et on a été vraiment maltraité à l'époque. Aujourd'hui, c'est une thérapie qui est recommandée par l'OMS, mais ça ne suffit pas à tout faire et notre message de ce point de vue est assez clair. Donc, j'ai un avis très favorable, bien sûr, mais voilà, on n'a pas toutes les réponses avec la thérapie EMDR. Je ne vois pas d'autres questions. Non, il y avait un témoignage de Véronique. Je ne sais pas si tu veux le lire ou sur la suspicion de maltraitance infantile dans le voisinage de son domicile. Oui, c'était suite effectivement à un commentaire de Monsieur Louis Patard. Bonjour, merci pour cet exposé exceptionnel. Il y a l'adversité dans les familles, mais aussi à l'école. Ne faudrait-il pas alors attendre plus tard pour aller à l'école? Donc avec une référence évidemment à la maltraitance subite à l'école. Et Véronique répondait à ce commentaire justement sur un témoignage personnel où au-dessus de chez elle, elle a un petit de 2 ans qui pleure jusqu'à 6 fois par jour depuis 1 an. Et qu'elle se réjouit qu'elle parte de chez elle toute la journée à l'école en espérant qu'elle soit mieux traitée à l'école qu'à son domicile. Mais il y a un travail d'Éric Binet qui a travaillé sur la répression des pleurs. Et il a montré pourquoi les enfants pleuraient, pourquoi les enfants ne pleuraient jamais pour rien et en quoi la répression des pleurs avait une dimension psychotraumatique. Je veux dire, évidemment, on va dire, mais tout est traumatique. Mais je crois qu'il est temps qu'on prenne la mesure de ce qu'on fait avec les enfants. Je crois que c'est de notre responsabilité de citoyen de dénoncer les choses quand on les voit. Je veux dire, qu'il s'agisse d'adversité telle que je l'ai évoquée, mais il est une adversité sur laquelle on a encore du mal à s'agiter et à se révolter. Ce sont les violences sexuelles, c'est le harcèlement sexuel. Je veux dire, on est encore, je le disais en préambule, dans une société qui fait la danse du ventre par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que ces contextes professionnels, familiaux, où ces conduites ont encore leur place? Quelle est notre part de responsabilité à tourner le regard quand on sait et on mesure les impacts que ça a? Je veux dire, moi, je ne connais pas. Et j'ai écrit quelque part, et dans ce livre-là, sur les maladies chroniques ne tombent pas du ciel, je dis faire de la psychologie et de la psychothérapie, c'est faire de la politique, mais de la bonne politique. Parce que c'est faire le pari qu'en réparant les gens, on contribuera à une société meilleure et plus bienveillante. Parce que les gens violents sont rarement des gens qui ont vécu dans un environnement serein, bienveillant. Ça n'existe pas. Voyez ? Donc, notre travail, notre discipline a un enjeu, a un rôle majeur qui n'est pas que dans la prise en charge des individualités, mais dans la transformation de ce qu'est notre société.
Et prendre en compte et se responsabiliser face à cette question de l'adversité, c'est au fond assumer son rôle d'humain, c'est-à-dire sa capacité à être empathique, sa capacité à ressentir de la compassion face à ceux qui souffrent. Et de ce point de vue, il est temps de remettre l'église au milieu du village. Merci beaucoup, Cyril. Je vous propose qu'on garde un petit temps d'échange à l'issue de la seconde présentation, qui est donc celle de Camille, et à qui je vais laisser la parole et qui va vous présenter le projet Capone qui s'inscrit dans la suite, ou en tout cas dans une grande partie de ce qui a été présenté par Cyril, par le professeur Tarquinio, en ciblant la période critique qui est celle de la rémission de cancer. Donc Camille, je te laisse la parole. Et on essaiera de garder un petit temps d'échange après. Je vous rappelle que les personnes qui, à l'écoute du projet que présente Camille, souhaitent s'inscrire pour avoir plus de renseignements sur l'étude et n'hésitent pas à donner leur mail. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran, le PowerPoint? Ok, génial. Alors, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Tarquinio et je suis doctorante du projet. Et je vais du coup vous présenter le projet Capone Cancer, adversité durant l'enfance, adaptation et cancer du sein. Alors, est-ce que ça marche? Oui, non. Je remonte. Voilà. Avant de commencer, il était important de vous présenter l'équipe du projet Capone Cancer. Tout d'abord, le professeur Marion Trousselard, qui est la porteuse du projet et coordinatrice scientifique et responsable biologique. Le professeur Cyril Tarquinio, qui est le co-porteur du projet et le co-coordinateur scientifique. Le docteur Christine Rotonda, qui est la co-coordinatrice scientifique et responsable méthodologique. Le docteur Claire Touché, qui est la chef du projet Capone, Sophie Martignon, qui est la psychologue coordinatrice, Élise Epi, qui est la data manager du projet, et Tom Boulanger, qui est le chargé de communication. Et du coup, moi, je me suis présentée tout à l'heure, je suis la doctorante du projet. Et du coup, avec toute cette équipe, on travaille depuis pas mal de temps sur le développement de ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais du coup un petit peu réintroduire certaines dimensions qui ont pu être abordées précédemment. L'idée, c'est de tout doucement amener à questionner qu'est-ce qui nous a fait nous saisir de la question de l'adversité dans le cadre de la rémission du cancer du sein. Donc, tout d'abord, une définition que je trouve suffisamment claire, qui est proposée par Kalmakis et Chandler en 2014, qui définit le vécu d'adversité comme des événements vécus durant l'enfance, de sévérité variable et souvent chronique, survenant dans l'environnement familial ou social d'un enfant, qui causent un préjudice ou une détresse et perturbent ainsi la santé et le développement physique ou psychologique de l'enfant. Disons, comme vous avez pu le comprendre, depuis ces 20 dernières années, avec l'étude portée par Vincent Felitti et ses collègues, depuis cette étude et les premiers travaux menés, la littérature scientifique s'est largement saisie de ce champ novateur qu'est l'adversité vécue durant l'enfance. Dans la littérature scientifique, vous avez pu le comprendre, c'est la terminologie d'Adverse Childhood Experiences, en français expérience adverse vécue durant l'enfance, et souvent on va retrouver l'acronyme ACE. Felitti et son équipe en 1998 ont permis de démontrer l'importance d'intégrer le vécu d'adversité durant l'enfance pour appréhender la santé physique et psychologique à l'âge adulte. Ces travaux ont également permis de rendre compte, comme vous avez pu le comprendre, de cette relation dose-effet entre les différentes formes d'adversité qui ont pu être présentées et le développement de facteurs de risque multiples pour la santé, qui sont des prédicteurs à l'âge adulte de problématiques de santé, de maladies chroniques et in fine d'une mortalité prématurée. Le champ de l'adversité durant l'enfance a eu l'immense intérêt de permettre une ouverture du spectre de ce qui était susceptible de nuire aux enfants et aux adolescents. La communauté scientifique s'est très rapidement saisie de ce champ de recherche prometteur, permettant aujourd'hui de disposer d'une recherche et d'une littérature florissante sur les liens existants entre le vécu d'adversité, le développement de facteurs de risque la survenue de problématiques de facteurs de risque qui entraînent des problématiques de santé à l'âge adulte.
des études se sont saisies de certaines problématiques de santé spécifiques, telles que les troubles anxio-dépressifs, l'asthme, le diabète, la douleur, les maladies cardiovasculaires, le cancer et ses facteurs de risque, et ont permis de montrer des résultats très intéressants sur ce lien entre le vécu d'adversité durant l'enfance et la survenue de ces problématiques à l'âge adulte. Les personnes qui ont été exposées à une telle adversité à un âge précoce présentent ainsi une plus grande sensibilité aux situations stressantes. Et il n'est pas surprenant, à ce titre, que les ACE contribuent au développement de l'anxiété, par exemple, à une hypervigilance pouvant aller jusqu'à des pathologies traumatiques, à une inquiétude permanente et à des problématiques d'ordre dépressif. Ainsi, dans le cas du cancer, le vécu d'adversité est une dimension de l'histoire des sujets dont il convient de tenir compte pour mieux comprendre son effet de résonance sur les manifestations réactionnelles de stress, d'anxiété ou de dépression inhérentes à la maladie cancéreuse. Au regard, excusez-moi, j'ai perdu mon diapo, je le remets tout de suite. Je ne sais pas si vous le voyez toujours, non? Je le remets, voilà. Il a disparu et j'étais, voilà, il est disparu. Ouais. C'est bon, je crois que je dois le remettre par là. Je vais trouver diaporama, lire à partir du début. Et voilà, on est bon. Donc, au regard de l'impact des ACE sur les réponses émotionnelles et de stress, il est licite de penser et de proposer que les troubles réactionnels et émotionnels mal ajustés dans la maladie cancéreuse vont impliquer les périodes de développement que ce vécu d'adversité a mis à mal. La maladie cancéreuse constituerait alors un activateur des réseaux de mémoire traumatique qui prennent leur source dans le passé des sujets. Donc, on est vraiment sur ce lien-là, sur l'idée que on essaie vraiment de montrer que les liens, que le vécu d'adversité va avoir un impact sur les réponses émotionnelles et de stress et de considérer le cancer comme un activateur des réseaux traumatiques et de cette histoire d'adversité. Nous allons nous intéresser maintenant à la question de l'attachement qui a pu déjà être évoquée, à l'adaptation et aux capacités de résilience dans le contexte de la maladie cancéreuse. De toute évidence, nous ne sommes pas égaux face à ces charges émotionnelles qu'imposent les ACE, le vécu d'adversité. Le contexte d'adversité que vivent les patients malades du cancer challenge leur capacité de faire face, leur capacité d'adaptation et mettent notamment à rude épreuve leur lien d'attachement. Certains travaux en tout cas, nous ont montré qu'en effet, cette capacité à faire face pouvait être en lien avec la qualité des styles d'attachement, c'est-à-dire la manière dont les personnes ont pu organiser leur relation aux autres et à eux-mêmes. Le système d'attachement est activé en période de stress et le contexte de la maladie en est une tout à fait particulière. Dans le cadre du cancer, nous avons pu le comprendre, ça constitue un espace durant lequel les différentes étapes, les différentes périodes peuvent augmenter la confrontation à ce stress. Ici, le stress et les peurs des malades vont réactiver, en plus des mémoires traumatiques causées par ce vécu d'adversité, des schémas d'attachement qui, même s'ils évoluent au cours de la vie, vont prendre finalement source dans l'enfance. Dans de telles conditions, l'attachement considéré comme sécure va être considéré comme un facteur de protection face à ce stress. À l'inverse, un attachement insécure qui est de fait totalement lié qui se construit dans ce cadre d'une histoire familiale d'adversité, un espace insécurisant, un espace dans lequel il n'y a pas de réponse suffisante aux besoins des enfants, cet attachement insécure va devenir un facteur de risque dans le développement d'une certaine détresse émotionnelle résultant de la confrontation à des événements stressants. Le style d'attachement représente donc une variable individuelle qui va permettre d'interagir entre la régulation émotionnelle et les capacités de résilience des sujets.
La théorie de l'attachement, en tout cas l'attachement, permet de prédire, d'après les études, cette vulnérabilité ou cette résilience à des événements stressants durant la vie. Pour donner une brève définition, celle de Cyrulnik de la résilience, qu'il envisage comme la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable en dépit du stress et d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Cette conception de la résilience nous permet de délimiter et d'expliquer, pour une part au moins, comment les individus sont en mesure de puiser au plus profond d'eux-mêmes les ressources pour dépasser les épreuves auxquelles ils ont été confrontés tout au long de leur vie et également face aux adversités à l'âge adulte telles que peut-être le cancer. Intéressons-nous maintenant à la question des troubles anxio-dépressifs qui, vous voyez, ont été un espèce d'axe assez commun à tous ces différents points qu'on a abordés, à la peur de la récidive du cancer et à la fatigue dans le contexte de la période de la rémission. La dépression et la question de l'anxiété sont des dimensions particulièrement étudiées dans le champ du cancer. Une vaste méta-analyse dans The Lancet Oncology a montré que les troubles dépressifs étaient particulièrement importants chez les malades du cancer. L'étude note une prévalence de 20 à 25% pour les malades du cancer au niveau de la dépression, alors qu'on est plutôt sur 5 à 15% dans la population générale. En ce qui concerne la période de la rémission, la phase de rémission, il s'agit d'une étape de la maladie tout à fait singulière en ce qu'elle confronte les sujets à une situation ambivalente de peur et d'espoir face à cet avenir assez incertain. La peur de la récidive du cancer est une préoccupation majeure des malades qui va favoriser la survenue du trouble anxio-dépressif. Cette peur de la récidive peut être considérée, peut être comprise de la façon suivante. Il s'agit d'une peur ou d'une inquiétude que le cancer puisse revenir ou progresser dans le même organe ou une autre partie du corps. Cette peur de la récidive serait, selon de nombreuses études, l'une des principales causes de préoccupation chez les survivants du cancer. En ce qui concerne la fatigue, plusieurs études transversales et longitudinales ont montré une forte association entre la dépression et l'anxiété et la fatigue liée au cancer après les traitements. La fatigue, ça renvoie à un sentiment de ne plus avoir les moyens de sa volonté sans en percevoir la raison. Il s'agit d'un sentiment subjectif et désagréable, intégrant l'ensemble des sensations corporelles, allant de la lassitude à l'exténuation, qui va créer un état général tenace, affectant les capacités de fonctionnement normal de l'individu. On est bien au-delà d'un affaiblissement physique. Ça va toucher à la fois les sphères intellectuelles, perturbant les ressources cognitives, et la sphère psychologique, en bouleversant la vie quotidienne. Cela a déjà pu être abordé. Nous avons souhaité mettre l'accent dans le cadre de cette étude sur les implications épigénétiques et la vulnérabilité biologique. Et vous avez pu comprendre par la présentation de tout à l'heure combien il s'agissait d'une dimension importante qui permettait de rendre compte, d'apporter des preuves supplémentaires à cette intuition que le vécu d'adversité avait des incidences sur le développement, sur le fonctionnement à l'âge adulte et dans le cadre d'une transmission qui peut être transgénérationnelle. Il est impératif d'inscrire les conséquences psychologiques liées à la survenue du cancer dans l'histoire développementale des malades. Le vécu d'adversité durant l'enfance laisse des traces épigénétiques qui viennent impacter l'expression des gènes, pouvant générer des problématiques au niveau de la santé physique et psychologique. Pour rappel, on l'a vu tout à l'heure, le terme épigénétique, ça va renvoyer à ces modifications qui n'affectent pas la séquence ADN, comme le font les mutations, mais qui vont avoir une influence sur l'activité des gènes. Ces modifications vont être induites par l'environnement en réponse à des signaux. Cette adversité laisse des traces physiologiques et épigénétiques qu'il est aujourd'hui possible d'évaluer facilement, apportant ainsi des preuves supplémentaires entre adversité, vulnérabilité physiologique et épigénétique, ainsi que les capacités d'adaptation face aux épreuves de la vie comme le cancer. Dans le cadre de la rémission de la maladie cancéreuse,
identifier ces liens entre vécu d'adversité, épigénétique et difficulté d'adaptation permettront de façon claire de développer des prises en charge suffisamment adaptées pour répondre aux besoins. Ces éléments nous permettent du coup d'embrayer sur la question des objectifs de notre étude qui se décomposent en 3 axes. Tout d'abord, nous allons recueillir des données quantitatives qui vont, dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier le rôle de ces événements adverses vécus durant l'enfance, des problématiques d'attachement et des processus de résilience sur 2 niveaux. Sur la qualité de vie des participantes en rémission d'un cancer du sein, tout d'abord, mais également sur l'anxiété, la dépression, la fatigue et la peur de la récidive exprimées par les patientes. Nous allons également tenter de recueillir des éléments d'ordre qualitatif par des entretiens semi-directifs qui vont permettre d'approfondir la problématique de la situation des participantes qui sont en rémission et afin d'identifier le lien qui est fait sur cette histoire de vie, cette histoire d'adversité, en lien avec la façon dont ils ont pu vivre la période du cancer et cette phase de rémission qui est tout à fait particulière. En parallèle de ces dimensions, nous avons souhaité mener une étude exploratoire qui permettra d'identifier les variations d'expression génétique déterminant la protection ou la vulnérabilité grâce à la mesure tout d'abord du stress chronique biologique qui se fera par le prélèvement de quelques cheveux prélevés à la racine. Et nous allons également essayer d'identifier les modifications épigénétiques de 2 gènes qui sont identifiés comme liés au vécu d'adversité durant l'enfance. Vous avez pu entendre parler de l'un d'entre eux qui est le gène NR3C1, mais nous allons également identifier les modifications autour du gène FKBP5. Et ceci se fera par une prise de sang. Pour vous expliquer un petit peu comment cette étude elle est construite, donc c'est une étude non interventionnelle durant laquelle il y aura un seul temps de mesure, c'est-à-dire avec le remplissage d'un questionnaire. Et j'expliquerai un petit peu plus en détail cette dimension. Donc, c'est une étude qui présente une méthodologie dite mixte, c'est-à-dire qu'on a des mesures à la fois quantitatives et qualitatives. Et je vous l'expliquais, ça va être couplé à une étude exploratoire biologique. Tout ceci se fera sur une période d'inclusion de 10 mois. Je vous présenterai du coup juste après, quelques slides après, un petit peu le plan d'organisation de cette étude. Alors, je crois que je suis passée un peu vite. Voilà. Et notre objectif est de pouvoir avoir la participation d'au moins 128 personnes. On a dû déterminer des critères d'inclusion et de non-inclusion. Pour les critères d'inclusion, le fait d'être majeur, d'avoir eu un cancer du sein, d'être considéré en phase de rémission, savoir lire et écrire, accepter de participer au projet, signer le formulaire de consentement éclairé. Les critères de non-inclusion vont renvoyer au fait d'être majeur protégé sous tutelle ou curatelle, d'être sous traitement oncologique et avoir débuté ou eu un suivi psychothérapeutique. Donc, on a défini ce critère selon 2 dimensions. Tout d'abord, le fait d'avoir, au cours de ces 6 derniers mois, eu un suivi psychothérapeutique, mais de manière globale, d'avoir eu un suivi, d'avoir bénéficié d'un suivi de plus de 10 séances d'affilée de psychothérapie, soit environ 6 mois de prise en charge psychothérapeutique. À partir de 6 mois, on ne peut pas inclure pour une raison très simple, c'est qu'on essaie justement d'avoir cette identification entre ce vécu d'adversité sur des dimensions épigénétiques. Donc, s'il y a cet espace de prise en charge psychothérapeutique, on peut supposer que ça peut empiéter sur ces traces-là. Alors, pourquoi ça ne marche plus ? Voilà. Ah oui. Alors, on a déterminé des critères de jugement. Nous avons porté notre attention sur un critère principal qui est la qualité de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de voir l'incidence de l'ensemble des variables expliquées précédemment sur la qualité de vie des personnes en rémission. Nous avons déterminé des critères de jugement secondaires. Donc, nous allons
identifier le nombre d'expériences adverses vécues durant l'enfance et l'adolescence. Nous allons pouvoir interroger les participantes sur leur style d'attachement, leur relation d'attachement, sur l'importance de la peur de la récidive du cancer, le niveau de fatigue, le niveau d'anxiété et de dépression et le niveau de résilience estimé. En ce qui concerne l'étude exploratoire, on va pouvoir identifier le taux de cortisol capillaire qui renvoie à ce stress chronique qu'on envisageait tout à l'heure, au pourcentage de méthylation. Donc, pour rappel, la méthylation, c'est la non-expression du gène. Donc, on va essayer d'identifier le pourcentage de non-expression des gènes NR3C1 et FKBP5, mais également la différence entre ces méthylations sur ces deux gènes. Alors, là, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les différentes étapes de notre projet, du projet CAPAN. Alors, si ça veut bien fonctionner, voilà, c'est bon. Alors, le déroulement de l'étude. L'étape 1, c'est la diffusion d'une invitation pour participer à l'étude et des lettres d'information détaillant les objectifs du projet auprès des associations locales, départementales et régionales de lutte contre le cancer. Donc, cette étape, c'est déjà aujourd'hui et c'est tout le travail ensuite de transmission d'informations, de communication pour pouvoir arriver aux mains des potentielles participantes. Si une participante est intéressée pour participer au projet, elle peut alors accéder à différentes informations de différentes manières. Tout d'abord, en flashant le QR code de l'étude, je vais vous présenter par après différentes affiches dans lesquelles figure ce QR code. En se rendant sur la page web dédiée sur le site du Centre Pierre Janet, sur lequel elle pourra retrouver tout un ensemble d'informations précises sur le fonctionnement de l'étude, ses objectifs, une plaquette d'informations, les lettres d'information, les formulaires de consentement pour à la fois l'étude principale et l'étude biologique. Également, vous allez voir, je vais vous transmettre, vous présenter les différents points, les différents contacts de l'équipe pour que et ces participantes vont pouvoir contacter directement, si elles le souhaitent, par courriel ou par téléphone pour avoir plus d'informations si besoin ou indiquer qu'elles sont intéressées pour l'étude. Donc là, vous allez retrouver différentes affiches de communication. Vous avez cette affiche-ci qui présente du coup l'objectif de l'étude, certains critères, et vous retrouvez ce QR code qui amène directement à ces informations supplémentaires de CAPAN. Vous avez le flyer qui est pour les participantes, qui est en deux parties, je vous montrerai l'autre partie, qui présente du coup à nouveau ce déroulé, ces étapes que je vous présente juste là, l'équipe de recherche, les différents contacts, donc les correspondants de l'étude. Et vous avez également sur ces flyers des informations d'ordre un petit peu théorique pour comprendre un petit peu de quoi on parle, les objectifs, les critères et les retombées. Et avec ce document, ça donne les informations essentielles pour pouvoir savoir si quelqu'un peut être intéressé éventuellement pour participer à notre étude. Donc, on arrive à l'étape 3, c'est-à-dire une participante est intéressée, elle prend contact et s'offre à elle, il y a 3 chemins possibles. Le premier chemin, qui est, elle accepte la participante accepte de participer à l'étude, donc elle prend contact avec l'équipe du Centre Pierre Janet pour convenir d'un rendez-vous au Centre Pierre Janet avec du coup la doctorante qui, du coup c'est moi, pour le remplissage des questionnaires. Cette étape prend environ 30 minutes. Sera proposé à la participante de participer à la fois à l'étude biologique et aux entretiens. Mais ce n'est pas obligatoire. Elle peut très bien s'arrêter au remplissage des questionnaires. Si elle est d'accord, elle peut participer du coup à l'étude biologique. Et là, un rendez-vous lui est proposé au Centre Pierre Janet. Et en général, ça peut être fait en même temps si ça correspond aux emplois du temps, ou ça sera 2 rendez-vous séparés. Et du coup, durant ce rendez-vous, elle rencontrera les infirmières de l'étude pour la réalisation des prélèvements. Donc, c'est prélèvement de quelques cheveux et une prise de sang. La troisième possibilité, c'est que la participante est également ou seulement intéressée pour participer à l'entretien.
Donc, un rendez-vous lui est proposé en présentiel ou à distance pour réaliser un entretien, donc toujours avec moi, et ça dure environ 1h30. Donc, comment dire, la première étape, c'est d'accepter, de participer au remplissage des questionnaires. Et ensuite, la participante peut être d'accord ou non de participer à une ou l'autre des étapes supplémentaires présentées ici. De toute façon, toutes ces choses-là seront réexpliquées pour chaque participante qui souhaite participer à l'étude. Les retombées attendues de ce projet Capone, c'est d'inscrire dans une perspective développementale les réactions psycho-émotionnelles des malades durant la phase de rémission. En d'autres termes, c'est de montrer que l'histoire des sujets s'inscrit dans les gènes et influence les capacités d'adaptation des malades. C'est également d'apporter des éléments de réflexion, d'apporter une nouvelle prise en charge, de nouvelles réflexions sur une nouvelle façon de prendre en charge les malades du cancer. Ça amène aussi, et nous avons pour objet que ça amène davantage à mettre en lien cette histoire de vie, cette histoire d'adversité avec la santé à l'âge adulte. Je vous expliquais tout à l'heure que j'allais vous présenter un petit planning prévisionnel. Donc, on est à cette étape-là d'inclusion des participantes, donc, qui débute en avril 2022. Cette étape va durer jusqu'à février 2023. Donc, l'idée, ce sera de recueillir des données qui vont être de l'ordre de remplissage des questionnaires dont je vous ai parlé, de prélèvements biologiques et la réalisation des entretiens. Jusqu'à mars 2023, où là, on passera dans une période d'analyse des données et l'exploitation des résultats. Ça nous amènera environ à septembre 2023, où là, ce sera l'espace pour valoriser ces résultats par des publications scientifiques, par des rapports et par des communications permettant de diffuser le plus largement possible les résultats de notre étude. Également, nous avons préparé des kits de communication qui peuvent permettre à tout à chacun de diffuser les informations relatives à notre étude. Et ce kit peut être reçu par voie postale et ou électronique et comprend des affiches de l'étude Capone, comme présenté précédemment, des plaquettes présentant l'étude Capone et également des flyers à destination des participantes expliquant la procédure. Vous allez pouvoir demander ce kit directement via le chat aujourd'hui, mais également par mail à l'adresse suivante. C'est l'adresse mail de contact de notre étude, cpj-capone-contact@unif-lorraine.fr. Je vais vous présenter de toute façon à nouveau l'adresse mail. Alors, donc voilà, on appelle vraiment à votre participation dans le cadre de cette étude qui nous permettra de comprendre les liens entre l'histoire d'adversité et le vécu de la rémission des patientes atteintes d'un cancer du sein. Il y a également aussi une information supplémentaire qui concerne le fait que pour chaque participation, un chèque cadeau d'une valeur de 20 € sera remis à chaque participante. Voici les correspondantes du coup de l'étude Capone Cancer. Vous avez à nouveau cette adresse contact qui peut être utilisée pour des informations pratiques, pour comprendre un petit peu plus l'étude, pour être contacté, pour signaler un souhait de participer à l'étude. Et vous avez également les interlocutrices pour prendre contact, pour rentrer dans l'étude. Donc, vous avez à nouveau le docteur Claire Touché, Madame Sophie Martignon et moi-même que vous pouvez contacter par mail, par les numéros de téléphone indiqués. Mais bien sûr, l'idée, c'est éventuellement même de privilégier cette adresse CPJ Capone où vous aurez toujours quelqu'un qui vous répondra de toute façon. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre attention et puis je me tiens à votre disposition ainsi que toute l'équipe pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Camille. Il nous reste 10 minutes et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit concernant le projet directement ou tout ce qui a été présenté et discuté dans cette première partie de soirée. Est-ce que vous avez des questions sur la partie logique, sur les questionnaires, sur la manière dont les choses vont être mises en œuvre
pour communiquer autour de vous ou pour vous-même. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est vrai que la présentation de Camille était extrêmement complète. Moi, j'ai une question. Enfin, je voulais juste dire un mot, c'est que c'est vrai que c'est une étude très importante, très originale, et on a vraiment besoin de vous, c'est ce que disait Camille, pour nous aider à inciter des patientes à venir nous voir. Une étude comme celle-là n'a jamais eu lieu. Euh, si les résultats se confirment, ça peut nous conduire à repenser en des termes nouveaux la question de la prise en charge des patientes. Et c'est vraiment avec beaucoup de conviction qu'on aimerait que vous nous aidiez à diffuser, commander les kits, demander les kits, sensibiliser les personnes autour de vous. Si vous êtes patiente, si vous êtes dans les critères d'inclusion, venez nous voir. On a vraiment besoin de vous pour mieux comprendre. Et sans vous, on n'y arrivera pas. Voilà. Il y a alors oui, il y a des personnes sur le chat hein, qui se sont inscrites pour demander le kit. Peut-être inscrire, n'hésitez pas à inscrire votre mail pour qu'on puisse soit vous demander votre adresse, soit vous envoyer par mail. J'ai vu passer un message par rapport aux autres cancers. Et enfin, c'est une question qui est plus que légitime. Le choix du cancer du sein a été fait après beaucoup de réflexions, dans le sens où, pour répondre à des questions de recherche, on est obligé d'avoir une population qui est relativement homogène. Christine n'hésite pas à rebondir. Et d'un âge qui regroupe des cancers, enfin, d'un âge où les cancers qui surviennent donnent une population aussi homogène. Et le cancer du sein offrait entre guillemets, cette possibilité-là, mais d'autres cancers auraient pu être choisis. Il fallait aussi que les périodes de rémission soient clairement établies, et c'est en travaillant avec les oncologues et en échangeant que finalement on a fait ce choix-là. Pour autant, ce qui sera mis en évidence dans ce cadre, dans le cadre de ces cancers, pourra être discuté en termes de généralisation pour les autres cancers, dans le sens où des process psychologiques qui sont étudiés, et là, l'épigénétique, enfin la partie biologique qui est étudiée, est quelque chose qui est générique et qui est partagé par la gestion du stress, et finalement, les retombées qui pourront être dans le cadre de la prise en charge de cancer pourront se faire sur les autres cancers sans autre problème. Mais c'est un choix de recherche de façon à se donner les meilleures conditions pour conduire la recherche et répondre aux objectifs qui sont fixés. Donc, c'est les contraintes de la recherche, malheureusement. Je suis désolée, je suis en train de lire les chats pour savoir s'il y a des éléments de réponse qu'on peut apporter. Donc, Christine a complété, répondu dans le chat. Oui, effectivement, Marion, j'avais écrit rapidement que comme il y a très peu de recherches effectivement actuellement sur le sujet, on ne pouvait pas avoir de population très hétérogène pour pouvoir après généraliser les résultats. Et effectivement, il y a Madame Rebecca Shortino qui précise si une telle étude pourra être produite pour une autre maladie. Bien évidemment, on a d'autres projets hein, avec ce type de maladie. On en a une dans la douleur chronique aussi. L'objectif ensuite, c'est effectivement de généraliser, trouver les points communs avec les différentes maladies chroniques et pouvoir généraliser des pistes d'action en fonction des profils identifiés. Grand merci à toutes les personnes hein, qui ont inscrit leur mail pour participer. C'est vrai que pour rebondir sur le début de présentation de Camille, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille à ce projet collectivement. Donc, c'est vrai qu'on l'a construit du mieux qu'on pouvait pour ne pas apporter trop de contraintes aux personnes qui accepteraient de participer, en même temps en étant garant d'un aspect scientifique de qualité. Donc, un grand merci pour tous les mails qui s'inscrivent. Je rebondis sur un chat qui est en lien avec la première présentation, c'est des
professeur Tarquinio sur le rôle de l'empathie. Et donc, l'exemple qui est cité, c'est l'observation des patients qui ont guéri de tuberculose en s'occupant des autres. Et cette question de l'empathie, elle est d'autant plus possible. Effectivement, la régulation émotionnelle est possible et riche. Et chez les personnes qui ont vécu des événements adverses de l'enfance avec cet effet dose-réponse, l'hypothèse qui est faite et ce qui est observé, c'est que les qualités d'empathie sont finalement pas poussées à leur optimum et rendent peut-être difficile cette guérison par empathie, c'est-à-dire que si on extrapole la recherche de soutien social, notamment pour s'appuyer sur du soutien qui est vraiment une ressource importante dans la guérison de toutes les maladies chroniques et pas uniquement dans le cancer. Je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe veut rebondir sur cette relation entre l'empathie et la guérison, mais on est en plein dans le cœur du sujet, effectivement. T'as pas ton micro activé? Non, je viens de le couper. Alors, il y a aussi une demande de transmission. J'étais en train de lire les chats, désolée. Blandine qui demande si cette séance d'information pourrait être transmise. Alors, comme elle est enregistrée, elle pourrait être visitée en replay. Je pense que ce sera sur le site du Centre Pierre-Janet que vous aurez la possibilité de vous connecter pour pouvoir suivre. Il y a beaucoup de demandes de kits. Donc, on notera tout avant de fermer la soirée Capone. Et puis, une demande du Québec par rapport à ce que Camille a présenté, vu que les entretiens, étant donné que les entretiens peuvent se faire en distanciel, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous ne pourrez pas participer à la partie biologique, mais la partie entretien et questionnaire qualitatif est tout à fait possible. Donc, merci pour votre mail et de votre question. Donc, la réponse est oui. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre de l'équipe souhaite préciser d'autres points ou avant de conclure, une personne demande si elle pourrait être au courant des progrès du projet. En général, quand on a fini les études et qu'on est dans la phase de diffusion des résultats, on propose aussi aux personnes qui ont participé déjà de leur présenter les résultats. Elles ont accès à tous leurs résultats personnels, soit directement, soit par le biais de leur médecin. L'objectif est effectivement de proposer des séances de diffusion des résultats. Donc, par rapport au timing et au planning de Camille, on a toujours un petit peu de retard en recherche, mais on s'attachera à ne pas en avoir parce que Camille a aussi sa thèse à soutenir. On peut dire qu'après l'été 2023, on devrait être à même de vous proposer un temps d'échange autour des résultats de ce projet. Ce qui va contraindre l'arrivée des résultats va être évidemment l'inclusion des personnes, donc le volontariat. Et quand on fait une étude, je ne sais plus si ça a été précisé, il y a toujours un calcul d'effectifs qui est fait pour se donner les moyens de répondre aux questions posées. Le calcul d'effectifs nécessite 128 inclusions pour la première phase de l'étude. Et donc, effectivement, le nombre de personnes volontaires va conditionner aussi le temps d'inclusion des sujets et donc de tenue de l'étude et le respect du planning qu'on vous a présenté. Bien évidemment, il y aura un travail de vulgarisation, de communication grand public sur les résultats via la communication du Centre Pierre-Janet, des réseaux et du site Internet. Une fois les résultats obtenus. Oui, c'est parce que j'étais partie, excuse-moi Christine, j'étais partie sur la lecture d'une question et du coup, j'ai commencé à répondre. Alors en plus, devais avoir mon micro, je pensais avoir mon micro coupé. C'est une question qui concerne la prise de sang pour les patients et de savoir si ce bilan est concomitant ou en tout cas combiné à des bilans. Alors, sur le principe, ce n'est pas prévu comme ça. On peut envisager, mais si, en fait, la question, ce sera est-ce que votre centre biologique est compatible avec la préparation des tubes d'échantillons? Ça nécessite un peu plus d'organisation. C'est vrai que on a eu un protocole, nous, une fois que la prise de sang est faite, de préparation qui n'est pas systématiquement fait, mais qui est en général pas fait dans les laboratoires de biologie de ville. Hein. Donc, ça peut compliquer les choses. On peut le faire au cas par cas, dans le sens où votre laboratoire est OK
pratiquer la procédure qu'on peut lui indiquer. Et si vous êtes sur la région de Metz, en fait, on peut s'occuper de rapatrier les kits qu'il aura préparés, enfin pas les kits, mais les préparations qu'il aura obtenues à partir de votre prise de sang. Et donc, une autre question sur pourquoi que le cancer du sein. Donc, effectivement, on avait répondu, mais c'est important de le repréciser, c'est des choix méthodologiques qui permettent d'avoir des conditions de travail importantes d'un point de vue scientifique. Ces conditions de travail étant d'avoir des patients qui se ressemblent dans le sens de l'âge, du cancer, des traitements eus et de la manière dont la rémission est prise en compte aussi par les oncologues qui s'occupent des patients de cancer du sein. Mais ce qu'on avait précisé aussi, c'est que comme on est sur des processus qui sont génériques, qui ne sont pas spécifiques du cancer du sein, les résultats seront tout à fait transférables à d'autres cancers. Et ce sera après à nous de communiquer largement pour que l'ensemble des oncologues puissent prendre en compte les résultats de cette étude et les propositions qui seront faites notamment par Camille et les psychologues du Centre Pierre-Janet sur les psychothérapies que l'on proposera de rajouter dans les périodes de rémission pour faciliter le vécu des personnes pendant la rémission. Donc effectivement, on travaille sur le cancer du sein, mais au profit de l'ensemble des cancers, en fait. Je ne sais pas si Sophie, pardon, j'ai répondu à votre question. Alors la question sur les maladies auto-immunes, elle rejoint cette question que vous avez pointée sur les autres cancers du sein. Il est certain que dans les maladies auto-immunes, un certain nombre de process sont partagés dans le vécu de la chronicité. Une des cibles des maladies auto-immunes qui est finalement pas abordée dans l'étude Capone est celle de la régulation sympathique parasympathique, avec notamment tous les enjeux de renforcement du frein parasympathique qui est de plus en plus étudié dans les maladies auto-immunes où il y a cette dimension aussi de maladies immuno-inflammatoires qui finalement, comme vous avez pu voir dans la biologie que l'on propose, n'est pas nous prise en compte. Pour autant, il n'y a pas un système qui privilégie d'autres systèmes de régulation des émotions, et le système parasympathique, qui est particulièrement une cible de prise en charge des maladies auto-immunes, est une cible complémentaire de ce qui sera proposé. Je pense que les patients, les médecins qui prennent en charge, si c'est votre cas pour vous, les maladies auto-immunes, vous conseillent des actions comme la méditation ou la relaxation ou la cohérence cardiaque, voire même des implantations de stimulateurs vagal qui, en tout cas dans les maladies auto-immunes intestinales, on commence vraiment à faire la preuve de leur intérêt. Donc, c'est à la fois différent et en même temps complémentaire. Et ce qui sera proposé pour le cancer du sein, finalement, au-delà des autres cancers, s'intégrera aussi dans les prises en charge, en tout cas on le souhaite, de l'ensemble des maladies chroniques. Donc, on peut même élargir aux maladies cardiovasculaires ou aux autres maladies métaboliques, en fait. Peut-être, je sais, il est 21h03, on peut se laisser quelques questions s'il y a d'autres questions sur le chat. Sinon, je ne sais pas si peut-être Cyril, tu veux conclure cette soirée Capone. Oui, d'accord. À merci. tous les échanges. Oui, en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Marion, pour cette introduction. Merci à Christine et à Claire. Merci à Camille pour effectivement cette présentation du projet Capone. Je le redis, la recherche et les chercheurs ont été malmenés durant la Covid. On les attendait et au fond, ils n'ont pas forcément toujours été à la hauteur. C'est ce qu'on a dit d'eux. Je ne crois pas que c'était le cas. Je crois que la recherche, le temps politique n'est pas le temps de la recherche. Il faut du temps. Faire de la recherche nécessite des moyens. Nous nous sommes dotés de moyens pour faire cette recherche. Elle a un coût. Parce que nous croyons tous profondément aux impacts de ce travail, à l'utilité de cette recherche et à la pertinence des résultats qu'on espère avoir. Ça va ouvrir la voie à une réflexion nouvelle sur la prise en charge des malades. Ça se passe à Metz, ça se passe chez nous, ça ne se passe pas à l'autre bout du monde. C'est une bonne chose, ça montre que la recherche en sciences humaines, elle est dynamique, elle est ouverte et ça se passe ici. Et encore une fois, aidez-nous à inclure des patients. C'est vraiment le sens de cette soirée.
c'est de montrer quelle est notre dynamique, quelle est notre identité. Aidez-nous à convaincre des malades de participer à cette recherche. C'est vraiment notre demande et c'est là que vous pouvez nous aider à mieux comprendre, mieux aider les malades. Les malades, ce sont les autres, mais les malades demain, ça peut être nous. Et je crois que c'est important, au fond, qu'on ait cette ouverture et cette nécessité de comprendre une maladie terrible qu'est le cancer et de nous donner, nous, psychologues, les moyens de mieux aider et d'aider la médecine et les médecins et d'accompagner les patients. Voilà. Merci Cyril, merci à tous d'être restés pour ces 2 heures. On était 50, on est encore 33, donc on est vraiment ravis de la participation et de chacun pendant ces 2 heures. On espère avoir répondu à un certain nombre de questions. Probablement que vous en avez un certain nombre à l'issue de cette présentation, mais c'est aussi le cheminement de la recherche et de cette recherche qui se veut avancer avec les patients et les soignants. Et je crois aussi que cette soirée traduit peut-être la manière dont la recherche évolue en intégrant vraiment les patients comme acteurs aussi de la recherche et beaucoup de projets naissent de la discussion et des échanges entre toutes les parties finalement impliquées dans l'amélioration des connaissances au profit du soin. Donc, merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne santé. Nous vous disons à l'année prochaine pour vous présenter les résultats. Et nous vous remercions encore de toutes les actions que vous allez pouvoir faire pour nous aider à inclure dans cette étude qui est effectivement très innovante, comme l'a reprécisé Cyril. Bonne soirée et Merci. à bientôt donc pour la suite de l'étude. À bientôt. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.